Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est l'émission, alors émission 2, non, c'est l'émission 5 d'Épistémé, où je reçois Pascal Marchand. Alors Pascal est là, voilà. Alors j'ai fait un nouvel écran. Ah oui, on peut le voir en grand, là, c'est bien. Voilà, voilà. Voilà. Alors Pascal, pour ceux qui s'en souviendraient plus, est docteur en psychologie sociale. Oui, c'est ça que tu avais fait, hein, psychologie Oui. sociale. Et maintenant, tu fais beaucoup d'analyse de d'analyse de texte par logiciel notamment. Explique-nous un tout peu, ça sera bien mieux que si je le fais moi. Ce que je fais avec des textes? Oui, par exemple, oui, oui, tout à fait. Oui, ben, à chaque fois qu'on est confronté à des grandes quantités de textes, et quand je dis des grandes, ça peut être des quantités tellement grandes qu'on ne peut pas les lire et qu'on ne peut même pas les ouvrir avec un logiciel de traitement de texte, ben, on développe un logiciel en particulier dans mon laboratoire à Toulouse qui s'appelle Iramutech et qui permet en gros, de cartographier, le lexique, de classer ce lexique, d'extraire des moments significatifs, éventuellement de faire du profilage quand on a des informations sur les locuteurs ou les situations. Et donc voilà, ça permet d'avoir une visualisation statistique, formelle, d'une grande quantité de texte qu'on ne peut pas lire. Et donc, on s'en sert à la fois sur des discours politiques, sur des discours des réseaux sociaux, sur des mouvements sociaux. On a fait des gros travaux sur les gilets jaunes à une époque. On a fait des gros travaux aussi sur le premier débat sur l'identité nationale de Sarkozy et Besson. Donc, c'est avec mon collègue Pierre Ratineau qui développe ce logiciel. Et on avait analysé parce que personne ne le faisait finalement, même pas le gouvernement qui avait lancé la consultation. Et donc on en avait fait un bouquin qui avait été préfacé par Gérard Noiriel. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai aussi analysé, Comment il s'appelait? puisqu'on en Comment il parlait avant de s'appelait? te Redis-moi comment il s'appelait ce bouquin. Je l'ai, mais je le crois même bouquin? que je l'ai lu, Le mais j'ai bouquin, oublié le il titre. s'appelait, il s'appelait «Être français aujourd'hui, Ah les voilà. mots du grand débat sur l'identité nationale». Et c'était chez qui? Des fois que les gens Les veulent liens qui l'acheter. libèrent. Les liens qui libèrent. D'accord. Mmh, Ok. voilà. On avait aussi pas mal travaillé, enfin moi j'ai beaucoup travaillé sur les déclarations de politique générale des premiers ministres de la Ve République, puis je me suis un peu lassé récemment, Voilà, oui, mais c'est ça. Avant notre entretien, je te disais plein d'espoir. Je te demandais si tu avais fait le dernier de Le Cornu et que tu me disais que non, parce que c'est vrai que c'est un peu décourageant. À ouais, force, ouais, 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 et puis je là comprends bien. ça fait 25 ans que je travaille là-dessus et qu'à une époque, le discours de politique générale, c'était quand même un moment dans lequel, le premier ministre s'engageait, il y avait, quelque chose de programmatique, quoi. Il disait ce qu'il allait faire et c'était un discours engageant et Hmm. on pouvait y revenir après. Puis maintenant, c'est plus tellement ça. C'est des discours un peu rituels, très formatés. Et alors, à part celui de Bayrou, celui-là, je l'avais analysé parce que Bayrou sortait un petit peu du discours de communication politique. Mais là, à tort ou à raison, je ne sais pas, il faudra que je vérifie quand même. Mais j'ai pensé que le Cornu n'allait pas forcément nous apporter énormément de choses Hmm. sur l'évolution du discours politique. Mais c'est peut-être un tort, hein, il faudra quand même que je le fasse parce que d'abord, il y a des copains qui me le demandent et puis c'est vrai que tant qu'à faire, à une époque, c'était un gros travail parce qu'il fallait numériser nous-mêmes les discours. Eh oui. Donc, soit on les écoutait en direct et on les retranscrivait, soit on allait les scanner, dans des archives. Alors qu'aujourd'hui, on les trouve, très, très vite sur internet et Oui, et dans puis une même relativement bonne, tu as des outils pour les retranscrire automatiquement. oui, mais il y a même plus besoin de ça. Ah ouais, Maintenant, c'est d'accord. vrai Ouais, que ouais. c'est vrai que ça c'est possible, hein. On a des outils d'IA maintenant qui sont, à partir de la vidéo, il suffit d'enregistrer la vidéo et puis l'IA nous extrait, tout le discours en texte. Donc ça c'est devenu, plus facile. Mais même de toute façon le site de Matignon ou le site de Vie publique, le publie assez vite et Hmm. dans une très, très bonne, transcription. Alors, Donc c'est j'en plus profite pour dire un bonsoir aux gens dans le chat, notamment à Shirkalala qui nous a salués.
Et tant que j'y pense, je remercie à quelqu'un qui s'appelle Moi comme identifiant et qui nous a suivis il y a peu de temps. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, non, mais Voilà. Et oui, alors ouais, puis en plus, tu me disais que c'est vrai que le discours, déjà, les premiers ministres sont un peu du consommable maintenant. C'est-à-dire, on en a un, puis quand il est un peu usé, on en change comme une cartouche d'imprimante. Et en plus, c'est vrai qu'à part Bayrou, qui avait une petite originalité, tu disais, qui parlait de submersion migratoire, de choses comme ça, tu disais qu'il avait des termes un alors c'est pas peu dans son discours qu'il en a vraiment parlé, mais son discours le laissait pressentir. laissés Non, c'est pressentir. surtout que Bayrou, bon d'abord il arrivait dans un contexte très particulier et en plus c'est quelqu'un qui a toujours pris ses distances par rapport au discours de communication politique. C'est un littéraire, il aime bien faire Mhm. ses discours lui-même. Et donc voilà, il y avait quelque chose d'un peu particulier, qui montrait d'ailleurs, une certaine forme de retour en arrière, hein, sur des discours du passé. Mais bon voilà, Et, c'était juste pour avoir quelqu'un qui sortait un peu du formatage habituel de la com politique. et moi, c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup Clément Viktorovitch qui a sorti un bouquin là qui s'appelle Logocratie. Et où il explique, où il analyse aussi un peu justement le discours des politiques, où il dit que, voilà, notamment dans le discours de Macron, il y a beaucoup de concepts mobilisateurs et des mots un peu vides, quoi. Il y a beaucoup de vide qui est mis en scène pour ne pas dire justement ce qu'il fait vraiment, quoi, ou ne Mmh. pas. Voilà, donc par exemple, il emploie des termes sans substantif derrière, se dire marcher, mais on ne sait pas vers où, tu as bougé, mais sans mettre la suite derrière, quoi. Donc, Mmh. c'est des mots qui semblent indiquer qu'on va vers quelque chose, mais on ne sait jamais vers quoi exactement, quoi. Donc, voilà. Et bon, bah, c'est intéressant, mais ça marque aussi, enfin, vous rejoignez dans cette analyse de la vacuité un peu du discours politique aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait, Et tout à d'ailleurs, je fait sais et pas si tu as vu Marlène Schiappa dans une émission qui ah s'appelle Les non? Traîtres, où elle participe, où elle explique, dans le cadre d'une discussion, pour faire rire ses copains, que quand on lui pose des questions, elle a un mode politique dans sa tête, tu vois, un mode discours politique, clac, qu'elle peut enclencher, et que quand elle est dans ce mode-là, voilà, elle explique ce qu'elle pense et répond pas, répond jamais, embrouille-les. Donc voilà, le but c'est d'embrouiller les gens et de ne pas répondre aux questions finalement. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Ah bah oui, Je t'enverrai la c'est vidéo. oui, je veux bien, puis c'est à mettre en parallèle sans doute. Alors du coup, ça devient méchant, mais c'est à mettre en parallèle avec ce que disait, Léa Salamé à David Castello-Lopez quand il lui demandait comment elle prévoyait, les questions et comment elle recevait les réponses, dans une interview politique. Elle disait, «L'important c'est pas la question, l'important c'est pas la réponse, l'important c'est de créer un moment». Ah oui, c'est Et donc ça. si on met en parallèle les 2, hein, la réponse de Léa Salamé et celle de Marlène Schiappa, on s'aperçoit que le discours politique a atteint des niveaux, absolument énormes de sémantique et de signification. Et du coup, bon, ben, donc, bah, je redis bonjour à moi comme identifiant qui, du coup, est sur le chat maintenant. On vous salue. Et effectivement, oui, Marlène Schiappa, comme disait Cher Kalala, c'était surréaliste. Et alors, du coup, on a d'un côté le politique, bon, entre guillemets, si on peut parler de ça, oui, Marlène Schiappa. Ouais. Et de l'autre, le médiatique, qui se rejoignent finalement dans cette volonté de ne pas avoir de contenu finalement, mais juste d'emmener les gens où ils veulent en les enveloppant dans un brouillard de coton, quoi. J'ai l'impression. Oui, 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 il y a ça et ça a des conséquences, assez fortes sur l'état du débat public. Qui fait que, une fois qu'ils ont installé ce type de cadre, il y a plus rien à faire. Il y a plus rien à faire pour le contredire, et Oui, c'est clair. pour revenir en arrière. Là, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans des choses trop récentes, mais parmi les grands mythes qu'on essaye, de démolir et qui reviennent systématiquement, il y a, par exemple, le mythe des extrêmes qui se rejoignent. Ouais. Et qui est quelque chose que les études ne montrent pas et même on montre, complètement le contraire.
non seulement les études, mathématiques et statistiques que je peux faire ou d'autres, mais aussi, le Conseil d'État s'est prononcé là-dessus. Enfin, il y a tout un tas de gens qui ont dit, «Non, non, on ne peut pas, on ne peut pas réunir ou rapprocher plutôt, ce qu'on appelle les extrêmes, ce sont des discours radicalement différents et ce sont des effets de sens Mmh. complètement différents. Mais, tu peux rien faire, ça revient régulièrement, Ah avec, ouais. avec ce genre d'attitude, soit des hommes politiques ou femmes en l'occurrence, soit des journalistes. Tu peux te dire que tu pourras démontrer ce que tu veux avec les moyens les plus scientifiques possibles, tu te heurteras toujours à ce bloc-là de gens qui ont décidé que c'était comme ça et tu ne peux rien faire et ça me faisait penser moi aux phrases que tu m'avais envoyées récemment, que tu avais d'ailleurs tirées du bouquin Voilà. de Viktorovitch. Ah oui, oui, alors attends, attends, hop, là, parce que là, j'ai mon truc. Alors attends, on les rappelle peut-être? Ouais, Alors voyons voir. Tata, qu'est-ce que je t'avais mis? Tac, tac, tac. Ah voilà. Heu, tiens, je l'ai là. Hop. tu les as? Parce que je les ai aussi. J'aime beaucoup les enquêtes. Ah voilà. Donc cette contradiction ne trouble nullement le ministre. Donc là, c'est lequel le premier? Interrogé par le magazine L'Express sur l'écart entre son discours et les données disponibles, il livre une réponse qui restera dans les annales de l'anti-intellectualisme. J'aime beaucoup les enquêtes de victimisation et les experts médiatiques, mais je préfère le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing. Voilà. C'est joli celle-là. Ouais, donc ça, c'était Darmanin. C'est ça. Mmh. De victimation, hein, c'est l'enquête de victimation. Victimation, Mais, ouais. ouais, Ouais. ouais, c'est assez joli et effectivement, par rapport à des affirmations comme ça et celle d'après était bien aussi, hein, de les études quand on dit: «Les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance», la réponse du ministre fuse: «Eh bien, la réalité dément votre étude» Oui, ça, c'est et donc extraordinaire. ça nous fait toujours penser à Patrick Pouyanné qui disait, Oui. «Je connais et je respecte l'avis des scientifiques, le problème c'est qu'il y a la vie réelle» Ah ouais. et donc à partir de là, effectivement, on est en plein dans le thème, c'est-à-dire, comment une parole scientifique ou une parole en tout cas, objectivée, qui considère les choses comme des objets, peut s'imposer devant cette subjectivité ou cette subjectivation où les gens disent: «Non, non, ce qui est important, c'est de créer un moment, c'est de créer un brouillard sémantique et de privilégier la réalité du sujet sur la réalité de l'objet». Donc la réalité des gens sur la réalité des choses et là, c'est vrai qu'en tant que scientifique, on est un peu en panne, quoi. On ne sait Ah pas ouais. comment réagir à ça, je sais que j'ai été mis, à un moment donné un peu au défi par Thomas Durand, dans une émission à m'exprimer là-dessus, sur, comment les scientifiques peuvent répondre, aux attaques de la science et j'avais été obligé de dire qu'on est démunis, on n'a pas été formé à ça, on ne sait pas faire et par rapport à des phrases politiques comme les 2 qu'on vient de citer ou de décideurs économiques comme celle de Patrick Pouyanné, on est complètement démunis, on est, quelquefois sur la sidération et en se demandant, comment on pourrait trouver un moyen de contre-attaquer et Ah moi ouais, je l'ai pas encore trouvé, hein. pas trouvé encore. Non. Oui, parce qu'on on est, ouais, comment dire? On est sur le b on est-ce que c'est des choses qui appuient sur le «bon sens» entre guillemets, sur, l'évidence, sur, Oui, sans doute un peu de tout ça, inconscient de savoir qu'est-ce que c'est que le bon sens, mais parce qu'on pourrait parler beaucoup du bon sens, «La chose au monde la mieux partagée», disait Descartes, ouais, mais finalement même les connaisseurs de Descartes se demandent un peu qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire par là et ce qui est sûr, c'est que, ça va chercher, plutôt vers une émotion et une réalité directement perceptible mmh. plutôt que vers, une raison et une réalité complexe qui peut être montrée ou démontrée, mais avec des moyens un peu rigoureux. Donc Ah, c'est ça que j'appelle la réalité des gens contre la réalité des choses, qui peut en plus, se teinter d'une certaine vérité révélée,
quand la science rencontre, les Ouais. idéologies au sens très, très large, pas uniquement les religions, mais en tant que système de pensée. Donc oui, voilà, le problème qu'on a à l'heure actuelle et qui se traduit aussi par une certaine défiance, vis-à-vis du discours politique, c'est celui-là. C'est d'arriver à imposer qu'il y a des choses, qui peuvent heurter notre sensibilité, qu'il y a des choses qui ne sont pas directement perceptibles, mais qui expliquent pourtant les Contre-intuitive. phénomènes, mais pour y accéder, il faut faire abstraction d'un certain nombre d'évidences et puis de discours d'engagement, Alors, ça me fait penser, j'essaye un truc, ouais, si, ça marche bien. Ça me fait penser au système 1, système 2 de Kahneman et je sais plus qui, ouais, là, tu sais. Donc, ça, Tversky, ouais, ça serait un peu la victoire du système 1 sur le système 2, là, finalement. C'est complètement. l'intuition, ce qui fait plaisir, ce qui paraît logique au premier abord, qui s'impose sur la réflexion un peu plus poussée, qui demande de l'analyse du réel, finalement. Voilà et qui demande du temps et ça de plus en plus on est là-dessus. Tu sais que c'est un modèle que j'utilise pas mal en cybersécurité, hein, puisque, l'une des armes de ce qu'on appelle les ingénieurs sociaux, donc les Les hackers qui hackers. essayent de nous faire cliquer sur un lien tout pourri ou, ouvrir une pièce jointe ou répondre à un appel et cetera, utilisent très souvent des pressions temporelles. Très souvent, ils veulent qu'on fasse vite et ils nous disent, «Dépêchez-vous, après ça sera trop Ah tard», oui, c'est ça. et donc ça, c'est clairement un appel à utiliser, ce que Kahneman et Tversky, surtout Daniel Kahneman, appelaient le système 1, c'est-à-dire prendre une décision sur la base de ses intuitions, de ses connaissances bien implantées, facilement mobilisables et heu et ne pas perdre du temps à analyser la situation et à essayer de trouver une alternative. Donc Hmm. effectivement, la pression du temps est l'un des aspects déterminants de des attaques numériques, hein, des attaques, cyber et ça marche bien et effectivement, ça privilégie l'utilisation de la décision rapide et intuitive sur une décision, plus lente, mais plus raisonnée et plus analytique. Alors, je vais tenter une transition un peu osée, tu vois. Est-ce que, Allons-y. disons qu'on peut peut-être considérer que cette attaque sur la science au profit de l'intuitif, ou même tu parlais de dogme tout à l'heure, n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Parce que là, je suis sur donc la planche 40 de Ah oui, je Azimut, découvre. la BD qu'on réalise tous les deux, donc Bah Histoire oui. des sciences à l'époque médiévale, même un peu avant, là toujours, on est toujours un peu avant l'époque médiévale, on est à la fin du haut moyen, enfin à la fin de l'Antiquité, pour tout dire. Mmh. Planche 40, voilà. Euh, et on montre une dame qui s'appelle Hypatie d'Alexandrie, qui est une mathématicienne, qui est férue de sciences antiques et grecques, puisque elle, elle s'appuie beaucoup sur les savoirs grecs. Elle est elle-même un peu, comment dire, euh, elle n'est pas chrétienne, quoi. Elle est, comment on appelle ça? Zut, le mot m'échappe. Bon. Agnostique, je sais pas. Non, plutôt elle croyait aux anciens dieux, non, un peu. Ah bon? Ça, je sais pas. Oui, il me J'ai semble, mais oublié. bon, peu importe, voilà. Et donc, elle est sévèrement châtiée par Cyril, l'évêque d'Alexandrie. Voilà, et il s'appuie sur des moines qui viennent la lyncher, on va dire. Voilà, parce que c'est une femme et parce qu'elle s'appuie sur les sciences grecques et qu'elle n'est pas très catholique, on va dire. Voilà. Donc, est-ce que à cette époque, donc là on est en an 400, 415, je crois, on a une attaque de la science grecque finalement, bon, qui n'est pas la même que la nôtre, mais qui s'appuie quand même sur, sur une observation et une analyse du réel. Et bonsoir tout le monde, bonsoir Lola Springwater. Païenne, exactement. Merci Marika Junistrom, c'est le mot que je cherchais. Ah oui. Euh, voilà. Donc bon, ça, je ne sais pas si elle était vraiment païenne, c'est ce qui m'avait semblé. On pourra peut-être le vérifier. Voilà. Donc une attaque du dogme chrétien catholique finalement sur les savoirs grecs anciens. Est-ce que on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui ou je vais trop loin?
Non, il faut toujours faire très, très attention quand on fait des parallèles, mais on trouve toujours des parallèles à faire et ils sont souvent intéressants. Heu, c'est un contexte extrêmement particulier, le contexte d'Hypatie. Elle-même, c'est la fille de Théon d'Alexandrie qui est un très grand mathématicien C'est ça. qui a laissé des théorèmes, enfin et donc qui est l'un des grands mathématiciens de l'école d'Alexandrie. Sachant qu'on est dans un moment donc où le christianisme s'est imposé. Oui. Il s'est imposé parce que Constantin d'abord, mais Théodose ensuite, ont fait du christianisme la religion d'État, de l'Empire romain, mais que cet Empire romain, et la religion chrétienne, sont extrêmement divisés. Le christianisme, n'est pas né, de façon très homogène tout de suite, c'est un ensemble de courants, qui se sont confrontés, quelquefois violemment et très vite, hein. Très vite, c'est-à-dire, dès, les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, hein, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, ceux qui pensaient qu'il fallait être juif pour être chrétien et que donc il n'y avait que les juifs qui pouvaient devenir chrétiens. Et donc là, c'est plutôt, la partie de Jacques, le frère du Christ, qui défend cette idée-là. Et puis l'autre partie qui en appelle pagano-chrétien, qui disent que pas du tout, le message du Christ, c'est que tout le monde peut être chrétien et que donc il faut convertir, tous les païens à cette nouvelle religion. Et là donc c'est plutôt Paul qui va porter cette Mmh. idée-là. Et donc c'est des luttes extrêmement vives, hein, il y a certains écrits, qui montrent que, donc des spécialistes, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai lu pas mal de choses, là-dessus et des spécialistes montrent que, un certain nombre d'épîtres de Paul, par exemple, sont de véritables pamphlets, contre Jacques et les judéo-chrétiens et que, il y a des réponses dans certaines, épîtres, de Jean notamment, qui sont des réponses un peu du berger à la bergère. Mmh. Donc voilà, les discussions sont très vives, donc ça dès le début et ensuite, alors cette partie-là va passer assez vite avec la chute de Jérusalem en 60 où, finalement les judéo-chrétiens vont être défaits. Ils vont devoir quitter Jérusalem et donc ils vont, bah, perdre un petit peu leurs traces et c'est donc, les pagano-chrétiens de Paul qui eux se sont bien avancés, notamment sont partis sur Rome et c'est eux qui vont créer le christianisme à Rome Mmh. jusqu'à arriver alors, je fais un raccourci très, très très brutal, hein, mais jusqu'à arriver à la conversion de Constantin et à l'instauration du christianisme comme religion d'État. Mais même là, c'est pas unique. C'est pas une religion, homogène, unifiée. Il y a tout un tas de tendances et donc ces tendances-là vont s'exprimer aussi, entre les différents évêques, ce qu'on commence à appeler les évêques, c'est-à-dire la hiérarchie qui s'ouvre. Là, parce Mmh. qu'au départ, il n'y a pas de hiérarchie et petit à petit, une hiérarchie locale s'ouvre et là, les évêques entre eux ne sont pas d'accord et notamment Cyril d'Alexandrie Mmh. avec l'évêque de Rome et avec d'autres évêques ne sont pas d'accord sur des aspects théologiques profonds. Et donc à Alexandrie, Cyril, il a besoin d'exister aussi. Mmh. Donc il y a une certaine radicalisation, des chrétiens d'Alexandrie pour pouvoir se apparaître comme étant les plus chrétiens des chrétiens. Et sachant que les uns et les autres vont faire à peu près la même chose. Et puis il y avoir des luttes politiques. Est-ce que c'est, en se mettant du côté des Romains? Est-ce que l'empereur romain va, continuer à défendre le christianisme ou pas? Il y a une succession d'empereurs. On s'assassine à qui mieux mieux, à Rome. Donc les empereurs qui se suivent n'ont pas tous le même rapport au christianisme. Certains veulent revenir aux anciens dieux romains, d'autres veulent rester sur le christianisme. Donc si tu veux, voilà, il faut imaginer cette histoire d'Hypatie dans un univers extrêmement mouvementé, Mmh. dangereux, peuplé de gens plus ou moins radicaux et heu et là-dedans, la science apparaît. On avait parlé beaucoup d'Augustin la dernière fois Oui. et là, c'est pareil, pour pas mal de ces pères de l'Église, la science apparaît comme une contre-doctrine, comme un contre-pouvoir. Mmh. Et donc là, il y a une tentation, hein, pour certains de revenir
à ce qu'ils imaginent être les textes originaux, pour avoir une vision radicale, au sens premier du terme, c'est-à-dire la racine même du christianisme. Donc là-dedans, l'école d'Alexandrie faiblit. On sait qu'elle va péricliter, hein, dans peu de temps. Théon Ouais. d'Alexandrie est l'un des derniers directeurs du musée Ouais. et Hypatie, effectivement, en plus, c'est une fille qui a profité des enseignements de son père et qui est, effectivement une brillante mathématicienne et c'est l'une des premières, mathématiciennes antiques vraiment documentées. Ah oui, c'est ça, hein. Jusque-là, on l'avait regretté, mais dans le volume 1, on avait eu du mal à trouver des Ouais, personnages féminins. tout à fait. Certains, on se demandait s'ils n'étaient pas plus ou moins mythologiques, Oui, Hypatie voilà. d'Alexandrie, on est sûr qu'elle existait, elle. Voilà, Hypatie d'Alexandrie, on connaît son frère aussi, hein, Oui, est ouais, est il est un représenté mathématicien. là, Épiphane. Mmh, voilà. Et donc voilà, Hypatie, et d'ailleurs, c'est un personnage qui est repris à l'heure actuelle, Ouais. par des mouvements de sensibilisation des filles à la science, hein, puisqu'on a toujours et même, de plus en plus ce problème de discrimination, de genre par rapport aux sciences et donc il y a des mouvements, les filles, d'Hypatie et cetera. Il y a tout un tas de mouvements Mmh. qui essayent de sensibiliser les jeunes filles et de promouvoir ces figures-là. Bon, en espérant que tout le monde ne va pas finir comme Hypatie puisqu'effectivement, la fin d'Hypatie est assez dramatique. Ouais, tout Et à heu fait. et donc voilà, c'est effectivement une personne intéressante, qui dit beaucoup de son époque en dehors du personnage en lui-même. Ça nous dit beaucoup de cette période-là extrêmement troublée, extrêmement violente, où Mmh. la science a quand même du mal à se mettre en place et ça nous dit aussi du terrain, des ruines de la connaissance, qui vont laisser notamment Alexandrie et qui va, dans quelques pages et dans quelques planches, ouvrir la voie à la science islamique, puisque effectivement ce savoir-là qui va être occulté par les Romains et par les chrétiens, alors, après la chute de l'Empire, romain, d'Occident notamment, c'est cette connaissance-là, cette connaissance grecque va être récupérée ensuite par les musulmans et alors ils ne vont pas reprendre à Alexandrie, ils vont déplacer le siège de la science au Caire, à Fostat, mais bon, c'est là aussi qu'on comprend un petit peu pourquoi toute cette période-là va être une période de la science musulmane. Mmh. C'est parce qu'effectivement à ce moment-là, les chrétiens n'en veulent pas et que c'est dangereux même. Ouais, alors sans faire un parallèle du coup, ça on peut peut-être quand même, s'en inspirer en se disant que ça peut apporter de l'espoir. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est vrai qu'il y avait tout un corpus scientifique. Alors bonjour, Hélène 44, et il n'y avait pas encore de musulmans dans les années 500. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est quand je dis ça prépare le terrain et les ruines de la science grecque, à partir de ce moment-là, mais ça explique un petit peu comment les musulmans vont récupérer la maîtrise et le contrôle de la science, mondiale, 100 ans, 200, ouais, 100 ans plus tard. Puisque effectivement, c'est au 7e siècle, hein, le début de l'islam. Par contre, ça va aller très, très vite et l'expansion de l'islam et les débuts, de la création de la maison de la sagesse à Bagdad et cetera, ça va aller très, très vite. Mais ça va être aussi sanglant. Il y aura Ça va pas se faire non plus, au départ, ça ne va pas se faire dans une ambiance de tranquillité et de pacifisme absolu, hein. Mais alors ce que Mais je voilà. disais, c'est que peut-être là où ça peut être, un espoir, c'est que voilà, à l'époque, pour quelqu'un comme Hypatie ou Théon, l'époque devait être assez, déprimante, parce que voilà, la science s'effondrait, la bibliothèque s'effondre, le musée, Mmh, tout ça, le temple de Sérapis.
Et donc tout le monde scientifique semble s'écrouler finalement. Et voilà, et le dogme chrétien paraît devoir s'imposer de façon inéluctable. Et pourtant, eh ben, la science ou les idées scientifiques arrivent, s'échappent et par un endroit tout à fait inattendu qui n'existait même pas encore, comme on l'a dit 100 ans plus tôt, et très très rapidement se développe de façon incroyable. Donc voilà, comme quoi même dans les Oui, oui. périodes les plus sombres, il peut toujours y avoir un espoir inattendu qui vient d'on ne sait tout finalement. Oui, oui et même donc là, il ça va être, pendant quelques siècles, ça va être, récupéré par les musulmans, mais petit à petit, dans les grandes villes de l'empire musulman, il va y avoir des écoles de sciences et petit à petit, ça va transformer aussi, les mentalités. C'est-à-dire que, donc ça sera un petit peu le la trajectoire du volume, azimut, hein, mais on va voir que du côté alors plutôt de l'Est, jusqu'en Chine, il va y avoir des cités qui vont se monter, des cités scientifiques, certaines très grandes et très connues, d'autres plus petites mais très importantes avec des bibliothèques. Donc les très grandes, très connues, je pense à Damas, Bagdad bien sûr, et puis plus petit Samarcande par exemple, mais avec un très, très gros observatoire. Donc ça, c'est ce qu'on aura le plus à l'est, puis après c'est la Chine. Et Hmm. puis ensuite, il y a toute la partie, andalouse, donc toute la partie espagnole de l'islam andalou, Cordoue et ensuite Tolède. Et là, alors, par contre, il y a des gens, ça va être tellement flamboyant, de civilisation et de culture, de culture au sens très général et de science que tous les rois d'Europe vont commencer à envoyer leurs ambassadeurs là et que petit à petit, on va revenir à un christianisme qui va s'intéresser un petit peu plus à la science et Hmm. ça sera plutôt dans le volume 3. Mais on le verra dès le volume 2 des Azimuts, on verra de temps en temps des ambassadeurs qui viennent voir, la splendeur des villes comme Cordoue et Tolède, à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit que l'Europe au Moyen Âge était complètement hermétique à la science parce qu'il y avait la doctrine, le dogme chrétien qui écrasait tout, c'est pas faux, mais en même temps, c'est un peu simplifié. C'est ça? Oui, ouais, oui, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que ça n'était pas dominant, hein. La préoccupation majeure Oui. du Moyen Âge, européen, pour le dire vite, n'était pas là. Mais il y avait quand même des érudits. Alors, bien sûr, c'était souvent des moines, qui se promenaient, mais il y avait aussi quelquefois des ambassadeurs et qui se sont mis à fréquenter un peu ces lieux-là et à ramener des choses. Le pape de l'an 1000 qui va essayer, d'adopter à un moment donné la numération arabe, mais ça va pas marcher. Mais ça montre au moins qu'à un moment donné, les gens s'intéressaient à cette science, qui se développait dans l'empire musulman et Hmm. certains ont essayé de s'en inspirer. Mais voilà, c'est toujours dans une relative confrontation ou alors des cas, très particuliers de gens qui même s'installent définitivement à Cordoue et commencent à traduire les textes, de les textes qui avaient été traduits, du grec en arabe. Ils vont commencer à les traduire, de l'arabe au latin C'est et ça. là, il y a 2-3 lieux en Espagne et en Italie même qui vont se Alors, mais parce spécialiser que là-dedans. on a tous en mémoire l'exemple de Galilée, bon, qui est après le Moyen Âge, enfin entre Ça, c'est beaucoup plus tard, oui. beaucoup plus tard, qui voilà. Mais est-ce que des érudits qui seraient allés un peu loin les idées, la philosophie naturelle encore, et qui auraient développé des théories qui seraient allées un peu contre le dogme, auraient été en danger aussi? Il y a des cas documentés à part ou c'est de la Bah, légende? il y a des cas oui, bah, il y a eu l'acquisition, hein, Ouais, là, on rentre, après dans cette période-là où mais il faut faire l'Inquisition, attention à ce c'est,
L'Inquisition s'intéressait aussi aux affaires scientifiques, c'était pas que pour les hérétiques, les hérésies ou les... Alors, c'est là aussi, il faudra qu'on y voit un peu clair, mais il y avait des mélanges assez bizarres, notamment au travers de l'alchimie, par exemple. Hmm. Donc qui pouvait aussi apparaître comme quelque chose de diabolique, dans certains cas, mais qui était aussi, une recherche de entre la chimie et l'alchimie, quelquefois, il y avait pas une frontière très, très radicale, hein, donc à Ouais, la c'est fois ça. on posait les bases de ce qu'allait être ensuite la chimie moderne, mais en même temps, ça pouvait, bah, j'allais dire, ça pouvait être sulfureux, mais justement au sens premier du terme et Clairement. donc voilà, bon, il y a un petit peu un mélange de tout ça qui fait que, c'est l'alchimie n'était pas bien vue, au Moyen Âge. Ouais. Mais Oui, voilà. oui, et oui, c'est vrai que même à nous, l'alchimie, ça nous paraît un peu bizarre maintenant, mais c'est vrai qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque où l'alchimie, c'était finalement de la recherche scientifique en quelque sorte. Alors il pouvait y avoir, avec certaines hypothèses, qui maintenant nous paraissent, ridicules, mais qui à l'époque, bah, pouvaient tenir la route au regard de l'état des connaissances Parce que et est-ce qu'il y avait une différence? Parce que dans l'Antiquité, quand même, chez les Grecs, il y avait quand même une différence assez marquée entre ce qui était de la philosophie naturelle et peut-être ce qui aurait été de la magie, ou tu vois? Est-ce que c'était mmh, pareil au Moyen Âge ou est-ce que c'était un peu plus flou? là, il faudrait voir au cas par cas, mais Ouais. nous dans ce qu'on étudie, c'est plutôt les moments où, un peu comme l'astrologie qui était liée à l'astronomie, bah, là, c'est pareil. Il y a une alchimie qui donnait des idées sur ce qu'allait devenir la chimie, hein, donc Mmh. par l'idée même de transformation de la matière. Mmh. Et là, alors, encore une fois, nous, ça nous paraît ridicule, mais il y avait des théories très, très élaborées sur la transformation de la matière. C'était pas simplement, comme on le caricature assez vite, transformer du plomb en or, hein, c'était plus subtil que ça dans le système de pensée, dans les théories qu'il y avait, dans des sortes de tables de métaux et des conditions de transmutation. Voilà, il y avait quand même, quelque chose de relativement établi. Heu, Maintenant bon, avec le regard d'aujourd'hui, c'est vrai que ça nous paraît assez ridicule, mais l'idée même que la matière, n'était pas quelque chose d'immuable, mais qu'elle pouvait subir des transformations en fonction de certains éléments de Mmh. contexte et selon certaines lois naturelles, les alchimistes, c'était quand même un petit peu ça qu'ils cherchaient. Mmh. Donc sans doute pas dans la bonne direction, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que, heu, Aristote avait complètement enfermé la théorie de l'atome, donc il fallait bien qu'il fasse avec les moyens du bord. Et alors quand on dit l'alchimie était proche de la chimie actuelle, enfin était, dans l'idée quoi. Ce J'ai que pas je dit ça non Non, plus, non, mais t'as pas dit ça. Ce que je veux dire quand on dit, était peut-être l'ancêtre de la de la chimie, comme son nom l'indique, et quand on dit alchimie, ça sonne un peu, d'ailleurs, arabe, tu vois? mmh. Alchimie. Est-ce que le mot d'alchimie est un mot arabe à la base Ah ou oui, est-ce oui, tout que... à fait. Oui, oui, D'accord. c'est et puis les pratiques, venaient de là aussi, oui, oui. D'accord, donc même ça, c'est pas les Européens qui l'ont inventé, quoi. Non, non et puis même ça participait à la méfiance qu'on pouvait avoir vis-à-vis des alchimistes, c'est que c'était des choses occultes et qui venaient en plus Mmh. de l'islam, des musulmans, enfin des arabes, dans des situations, tendues, dans des situations de guerre, puis dans des situations de croisade et cetera Eh voilà, oui. c'était quand même se développer un savoir qui avait tout pour susciter la méfiance. Mmh. Alors, peux-tu essayer de parler dans l'axe du micro? Oui, je peux essayer. Je peux essayer. D'accord. Euh, ok. Donc l'alchimie, c'était. Et du coup, ça s'est développé vers quand l'alchimie? Parce que c'est quand même. Euh,
Dans ma tête, Oh, ben c'était là, on antérieur quand même. Mais bon, non, dans ma tête, il y a pas non, grand-chose. non, mais il y a des choses qui, il y avait des choses assez anciennes, mais on va le voir arriver surtout, vers le 8e, 9e, 10e siècle, à peu près, hein. C'est là que en tout cas D'accord. du côté des Arabes, parce que c'est là qu'on va voir arriver, tout un tas de mots arabes comme alambic et cetera, donc la distillation de l'alcool, Mmh. enfin la distillation, L'alcool, c'est les au Arabes qui l'ont inventé aussi, la ouais, ouais, distillation? l'alambic, Ah bah oui. alors, Oui, tout à fait. ça c'est C'est la ouais. meilleure alors. Ah Il bah, il nous oui, reste ah vraiment bah plus rien, hein. eh oui, oui, mais c'est aussi eux qui vont apprendre l'hygiène aux Européens, hein, parce que les Arabes, quand ils vont arriver à ce qu'ils appellent à l'Andalous, Ouais. quand ils vont arriver là, ils vont trouver des Européens, qui ne se changent pas en fonction des saisons, qui ont toujours les mêmes vêtements, alors qu'eux, Ah ils se ouais. changent s'il fait chaud ou s'il fait froid. Eux, ils Malin. se taillent la barbe, et puis ils se parfument, parce que justement, ils savent distiller et donc créer des parfums, Mmh. et puis il y a de la vaisselle arabe, alors que là, les Européens ne connaissent pas la vaisselle, donc ça Ah va oui? être, une grande innovation, Ça alors. et voilà, oui, oui, il y a des écrits d'Européens qui racontent ça, des ambassadeurs envoyés par les rois, d'un peu tous les pays d'Europe qui racontent qu'il y a effectivement de la vaisselle très belle et que les Arabes utilisent cette vaisselle, enfin et puis il y a Bah, aussi ça, des c'est quand même musiques, hein. étonnant parce que les Grecs, avaient de la vaisselle, les Romains aussi, enfin. Alors je sais pas s'ils avaient je sais pas quelle est c'est une bonne question. Je ne sais pas quelle est l'utilisation de la vaisselle, vraiment, mais alors est-ce que ça avait Bah, été tu sais, dans les perdu? Est-ce que musées dans les c'est musées antiques, tu vois des verres, absolu des assiettes, ouais. ouais, ouais, mais alors, c'est vrai, il faudra qu'on approfondisse un petit peu cet aspect-là. Mmh. Mais puis, voilà, je disais, il y a eu la musique et la poésie aussi. Alors, on verra qu'il y a une tradition, poétique, heu, Je laisse le très, Last très forte. Water, la responsabilité de son imaginaire. Ouais, mais oui, mais voilà, après, il y a aussi, sans doute des traditions différentes et des lieux différents, puis des choses qui ont évolué. Oui, Mais oui. oui, oui, c'est la musique et il y aura quelque chose d'assez intéressant qui est le rapport entre les mathématiques et la musique qu'on connaît depuis Pythagore, mais qui va être pas mal, développé, notamment avec la poésie et les Arabes vont utiliser aussi la poésie pour transmettre un certain nombre de théories mathématiques. Ça D'accord. vient d'ailleurs, c'est une tradition indienne au départ. Mmh. Heu, on dit qu'ils ont appris la numération indienne par des poèmes qui étaient des poèmes chantés et avec des sortes de récitations de chiffres. Donc voilà, il y a aussi toute cette chose-là et en Andalousie, il va y avoir la création de la musique qu'on appelle maintenant, musique andalouse, hein, mais qui est comment dire? Une musique très, très, très inspirée donc, à la fois Mmh. Ah ouais, tout à de fait. l'Est et puis sur des bases donc c'est une musique nouvelle pour les occidentaux avec des instruments de musique nouveaux. Donc, Lola Springwater nous dit qu'elle avait entendu une émission sur le couscous où il disait qu'il faisait comme ça, c'est-à-dire Oui, oui. qu'il mangeait le couscous dans le plat avec les doigts. Voilà. Oui, oui. Oui, oui, ça, mais toujours, hein, toujours maintenant, hein. Et alors, Tout à fait. Hélène Mais alors 44, après je ne sais pas si, au c'est, XIe siècle à Cordoue, on mangeait du couscous. Je ah sais oui, là, il c'est ça, on ne sait faudrait pas ça. là OK. je sais pas, je sais Ah bon? j'avoue que c'est un domaine, mais c'est très intéressant, mais c'est un domaine que je connais pas. Ça sort du champ de. Alors, peut-être qu'on fait la différence entre une écuelle qui sert à tout et de la vraie vaisselle pour les repas. Voilà. Peut-être, il faudra qu'on approfondisse ça, Hélène. mais c'est ce qui est vrai, c'est que les ambassadeurs des pays, de l'ouest du continent ont été, souvent très subjugués par la qualité, de la vaisselle, des vêtements, Mmh. des et puis du mobilier aussi ou voilà, tout Globalement, ça c'était une civilisation plus raffinée, quoi. à ce moment-là, c'est ce que tout le monde dit, oui. C'est ce que tout le monde dit et ça va être des références Et donc tu et parlais plus de raffinées, plus riches littérature, aussi plus riche et aussi.
pas uniquement d'ailleurs pas uniquement au niveau, ce qu'on pourrait appeler la culture là, mais aussi au niveau de l'agriculture, de l'irrigation, du fait de faire pousser des fruits, des légumes, des choses comme ça. Donc Mmh. il y a aussi tout ça, hein. Cordoue était réputé aussi pour ses jardins et ses productions agricoles et notamment, grâce à l'irrigation qui avait été, beaucoup, beaucoup développée par les Arabes. D'accord. Et tu parlais de littérature et de poèmes tout à l'heure. Bon, on imagine quand Mmh. même qu'il y avait de la littérature, des poèmes en Occident, mais ils ne servaient pas, de vecteur, des problèmes, mathématiques, disons, c'est ça? Oui et en plus, ça va arriver un peu plus tard, hein, les débuts de la littérature, pour nous, c'est François Villon, c'est un petit peu plus tard, Mmh. alors que la tradition, des poèmes illustrés, des contes, par exemple, est bien, bien antérieure en Inde et dans l'empire arabe où on a des traces très, très anciennes de romans, enfin de romans. C'était plutôt des contes que des romans, Mmh. mais écrits et illustrés. C'est Alors il les y a aussi toute la question, de la maîtrise du papier, hein, c'est-à-dire que ah oui. faut pas oublier qu'au départ quand on commerçait un petit peu, avec l'Égypte, on avait du papier, on pouvait faire un certain nombre de choses et puis ce commerce-là va être interrompu et il va y avoir en gros deux parties, une partie plutôt occidentale qui va travailler sur le parchemin, mais le Mmh. parchemin c'est cher, il faut quasiment un troupeau de moutons pour faire un bouquin. Et oui, c'est ça. Alors que les Arabes quand ils vont, j'allais dire vaincre les Chinois, mais on ne sait pas exactement qui a battu qui. Mais, à côté de Samarcande, là, la bataille de Talas, qui est sans doute l'une des batailles les plus déterminantes de toute l'histoire de l'humanité. Et là, donc c'est la fin de ça marque la fin des 2 expansions, arabes d'une part et chinoises de l'autre. Et là, alors, ce qu'on raconte, c'est que les Arabes vont faire prisonnier un certain nombre de techniciens du papier, chinois et là, eux, ils vont, installer notamment à Damas et au Caire, je crois, Et c'est marrant que tu dises ouais, que ce soit la bataille une des plus importantes de l'humanité parce que c'est les Arabes contre les Chinois, franchement, c'est quelque chose ouais, dont on entend très peu parler. exactement. Eh oui, Ouais, ouais, pourtant, c'est très j'ai été moi aussi de toute façon, je vais de surprise en surprise en travaillant sur ces choses-là, mais effectivement, c'est assez on n'étudie quasiment pas, ces grandes, notamment, les batailles entre les Perses et les Arabes aussi, ont été des batailles oui. extrêmement importantes. Mais celle-là, pas mal d'historiens disent, ce qui s'est passé là, on a dessiné les frontières déterminantes pour toute la suite. Mmh. Et donc voilà, avec, cette Quand tu parles anecdote de du frontières, tu papier. parles de frontières, intellectuelles, enfin technologiques, Oui aussi, culturel, mais aussi culturelles? géographique, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les 2 expansions, Mmh. s'arrêtent quoi. C'est marque que, on a une frontière, les gens ne franchiront pas ce qui serait aujourd'hui, plutôt l'Europe de l'Est et puis la Chine, enfin D'accord. l'Asie plutôt, l'Asie de l'Est et puis la Chine. Là, ça va rester à peu près comme ça. Et donc voilà, on a là, aussi au niveau industriel, la création de l'industrie du papier, qui va donner une avance, considérable aux Arabes dans le fait de conserver la connaissance et de la diffuser et Mmh. il va y avoir une véritable, recherche de bibliothèques et une grande, grande production, heu, de bouquins. Et les Européens alors, acquièrent quand ce savoir-faire sur le papier? Alors Plus tard. Plus l'Olaspon, tard, d'accord, là, on va rester sur le parchemin, mais de toute façon, l'activité d'écriture va être limitée au couvent et aux moines copistes qui vont copier essentiellement la Bible pendant très longtemps, hein et donc le papier va arriver en Occident vers la fin du Moyen Âge, ah hein ouais, et notamment alors, les premières usines de papier, je sais plus, il faudra que je revoie ça quand, où est-ce qu'on a enfin les premières fabriques, manufactures de papier, je sais pas quand elles datent. d'accord. Je voyais la question, les Perses et les Arabes, Oui, c'est pas pareil c'est ça. et c'est effectivement une grande question, hein. C'est qu'on a tendance et elle est légitime pour plein de raisons.
d'abord parce que c'est des territoires qui ont été, perses ou arabes, mais non, ce sont 2 peuples très, très différents, avec des cultures différentes, avec une langue différente et le persan n'est pas l'arabe. Alors ce qui est légitime, c'est qu'à un moment donné, les persans le persan ne s'écrivait pas et mais c'est une langue très différente de l'arabe et donc ils ont emprunté l'alphabet arabe pour écrire le persan. Mmh. Mais un petit peu comme, si nous on disait: «Est-ce que, le français c'est la même chose que l'italien ou l'espagnol?» C'est-à-dire qu'on Un a le un même alphabet et pourtant c'est des langues un peu différentes. comme le Donc chinois, le japonais qui ont récupéré les idéogrammes là? sur les idéogrammes, oui, parce Oui, que sinon oui, les le japonais idéogrammes. est quand même, n'est quand même pas que de l'idéogramme. Mais oui, Ouais. sur les idéogrammes, oui. Et là donc effectivement, les Perses et les Arabes, ça n'était pas non plus la même religion. Donc les Arabes étaient musulmans, les Perses à ce moment-là, avaient une religion qui a disparu, qui était alors, on a tous entendu parler de Zarathustra, Ah oui. qu'on appelait Zoroastre et cetera et effectivement, c'était la religion persane et donc il y avait des grandes différences entre les Perses et les Arabes et ils se sont combattus et ça a été des batailles, très, très, très importantes, parmi les plus meurtrières de l'histoire. Et puis voilà et puis ensuite il y a eu une islamisation d'une partie d'une grande partie des Perses, hein mais toujours actuellement, on a des pays qui sont des pays, tous musulmans, mais à tradition plutôt arabe, comme ben, c'est la différence entre l'Iran et l'Irak, par exemple, Mmh. hein, l'Iran, c'est un pays perse. Et ouais, ouais, OK. Pourtant l'Iran, ils sont musulmans maintenant, mais et Ouais, mais maintenant les religions typiquement perses ont disparu. et justement je pensais au Enfin, il manichéisme. paraît qu'il y a excuse-moi, je te coupe, mais il paraît, j'ai vu ça à la télé il y a 1 an ou 2 et il paraît qu'il y a quelques endroits, qui ont conservé les religions, traditionnelles, perses. Mais D'accord. c'est vraiment des petites communautés et puis mais ça vient de très, très loin et ça se transmet, dans des territoires assez restreints. Mais, il y en a qui continuent à faire vivre les religions traditionnelles et c'est pas un retour, un peu comme du New Age et cetera. C'est Mmh. pas c'est quelque chose qui est vraiment n'a jamais totalement disparu, mais de certains territoires très, très ciblés et très restreints. Et oui, le manichéisme, c'était perse aussi, non? Ou, je me trompe? Parce qu'il y avait le zoroastrisme et le M manichéisme. moi, je le vois plutôt comme, je sais pas de l'origine. Moi, le manichéisme, je le vois plutôt Un peu plus à l'ouest, peut-être? en Ifriqiya, ouais, plus dans le sud, mais c'est peut-être, ça, je sais pas. Moi, j'avais Faudrait ça en tête, mais peut-être mmh, je me trompe, ouais. Mais il y a des religions tout à fait, je me souviens une fois, on était dans un mariage, géorgien, il y avait des gens qui avaient une religion. Elle essayait de m'expliquer ça, elle nous parlait d'un grand oiseau, c'était très, très étrange et ils avaient tous cette religion, donc c'était très, très ah bah, je m'en souviens. Voilà. bah, ouais. Et je me dis: «Tiens, mais j'ai jamais entendu parler de ce truc, c'est très bizarre». Alors bon, c'était peut-être autre chose, mais peut-être c'était une ancienne religion perse, va savoir. Voilà, je Oui, oui, je non, sais mais pas trop, c'était une mais en tout cas, petite, le zoroastrisme était une religion très, très, très répandue. Je crois qu'à un moment donné, ça a été la première religion du monde, hein, et qui a complètement disparu. mmh. Donc dont on a les traces par Nietzsche et Zarathustra. Oui, 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 absolument, mais bon, il est pas très prolixe sur sur, Non, les pratiques, de Zoroastre, enfin, oui, c'est à sa sauce, quoi. tout à Alors, fait. ah oui, alors voilà, moi je voulais te parler de enfin je voulais pas t'en parler parce que je l'ai pas lu encore. Mais c'est toi qui m'en avais parlé, on voit rien. Si, voilà. Les sept Ah oui! cités du savoir. Mmh, Donc tu m'avais dit qu'effectivement, tu t'en étais beaucoup servi pour écrire la structure d'Azimut. Et mmh, là, j'ai un copain qui est Arnaud Zachary, je sais pas, tu vois qui c'est un gars mmh. du Rasoir Doc, et qui me dit, ouais, il faut absolument que tu lises ça, etc. Et donc, comme tu m'en avais parlé aussi, je me dis, bon, ben, je vais me l'acheter. Et effectivement, ça a l'air vraiment très proche de... Ça a l'air vraiment
de reprendre enfin, d'avoir beaucoup de thèmes en commun avec ce qu'on fait, quoi. Mmh. Voilà, donc ça a l'air vraiment très intéressant. Je vois qu'il y a Bagdad, Alexandrie. Voilà. Bon, clairement, ça a été une révélation pour moi parce que, c'était quand même l'une des questions qu'on se pose depuis le début et c'est d'essayer de voir comment tout ça a circulé. C'est-à-dire que, on s'était déjà posé la question avec Eureka, à savoir si on partait du principe qu'un certain nombre de choses se fondent à Milet, hein. Bon, on sait qu'il y a des emprunts à l'Égypte, on sait qu'il y a des emprunts à Babylone et qu'ensuite après ça va partir sur Athènes, mais comment? Comment ça arrive? Et puis on sait par exemple que Milet et Samos, donc la ville de Thalès et la ville de Pythagore et l'île de Pythagore sont en face, mais est-ce qu'ils se sont connus? Comment les écoles se sont fréquentées? Est-ce qu'il y a de la connaissance qui a transité par là? On sait ensuite que justement les Perses, Darius, ont envahi, la région de Milet et donc les sages et les philosophes sont partis vers l'ouest ou vers le nord. Mais donc voilà, l'idée c'était ça, c'était comment, le savoir, a circulé, comment on a su que de cette obscure, ville de Milet, était née, la connaissance de Thalès et cetera. Et donc, dès le début, on se pose la question de façon un peu géographique, hein, comment tout ça circule? Et donc en plus, c'est bien parce que ça nous fait un ressort narratif qui est un récit de voyage. Ouais, tout à fait. Et donc la question se posait effectivement sur Azimut, savoir comment prendre ça? Parce que la science arabe, très souvent dans la plupart des livres arabes que j'ai lus, on retrouve, il y a énormément de personnages, hein, c'est extrêmement riche, mais on les retrouve soit classés par discipline, donc les mathématiques arabes, la physique arabe, l'astronomie arabe, ça, la médecine arabe, très importante. Et là, mais un petit peu comme la science grecque, hein, on se dit: «Mais, quel est le lien entre tout ça, entre tous ces personnages? Est-ce qu'ils se sont connus? Où est-ce que ça s'est passé?» Et j'espérais, qu'on pourrait faire la même chose que pour Eureka, c'est-à-dire un récit de voyage. Mmh. Et là, effectivement, l'ouvrage déterminant, ça a été ce livre de Violette Moller, donc sur les 7 cités du savoir que j'ai sous les yeux là aussi et qui est de ce côté-là, qui a été vraiment une révélation. Elle s'est posé la même question, mais avec sa spécialité d'historienne et elle a montré la circulation des parchemins, la circulation de la connaissance, la circulation des hommes, puisqu'effectivement, ils voyageaient énormément. Certains pour suivre un mécène, souvent un mécène politico-militaire, d'autres parce qu'ils étaient chassés à cause des invasions dont on parle, hein, les invasions, notamment des Perses, puis des Mongols et cetera. Donc les gens Mmh. étaient chassés de chez eux, fuyaient la guerre et l'extermination. Bon, il y a eu aussi des on en avait parlé, je crois, hein, des immigrations climatiques, ou des maladies ou des choses comme ça. Mmh. Donc il y avait énormément de mouvements et sur des grandes distances, hein. Les gens partaient, du fin fond de l'Europe de l'Est jusqu'en Andalousie. Donc Violette Muller, elle décrit pas mal ça donc ces 7 cités sont les cités dont on sait qu'elles ont hébergé, des savants et des écrits, hein, et avec quelquefois une recherche obsessionnelle des écrits, un marché, extrêmement agressif, des écrits grecs ou des transcriptions et donc elle montre bien et donc moi ça m'a effectivement aidé à construire la structure d'Azimut en récit de voyage qui repose vraiment sur un travail historien, très, très, très Mmh. sérieux. Comment les manuscrits se sont promenés et il y a ça et puis il y a d'autres écrits qui reprennent un petit peu ça aussi mais celui-là était vraiment déterminant. Mmh. Oui, oui, j'imagine que c'est pas la la seule source, il y a des une bibliographie assez dense, je crois. Mmh Mais, mh. et donc, les gens voyageaient comment? Bah, en cheval, du coup, et les manuscrits voyageaient en bateau, tu vois? Ouais, ouais, il y avait, oui, tous ces Tout ça. moyens-là, donc on est quand même on est encore avec Azimut, enfin surtout avec le début et la fin d'Azimut, on sera quand même autour de la Méditerranée.
Ouais, et le milieu d'azimut, c'est la route de la soie. ouais. Donc la route de la soie, c'est du voyage terrestre, hein, et effectivement, on verra qu'on traversera tout un tas de villes, qui ont laissé leur nom dans leur histoire, ici pour une école de médecine, là pour un observatoire Mmh. remarquable, là encore pour des histoires, de bibliothèques par exemple, et on verra des histoires très, très belles, sur, histoires d'amitié, de trahison, mais qui ont aussi un rôle dans la transmission des écrits. Mmh. Donc, il y a là, c'est vraiment les routes commerciales de la soie et puis après effectivement il y a des routes plus militaires, hein, donc des conquêtes où là, ça se fait, avec les armées, donc à cheval et à pied, en suivant un général. Et puis il y a aussi des histoires de bateaux, oui, autour de la Méditerranée. Mais pas mal d'histoires terrestres, ouais, D'accord. plus peut-être que chez les Grecs. Je te demandais ça un peu parce que c'est étonnant parce on a pas forcément cette notion que, au Moyen Âge, les gens voyageaient tant que ça et en fait, bon, Mmh. peut-être pas tout le monde, mais effectivement, C'est ce que j'allais te dire. voilà, les gens il y a On des parle gens pas qui des voient gens en général, hein, ouais, il y a des gens qui voyageaient, mais par contre qui voilà. voyageaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est-à-dire effectivement, ceux qui voyageaient, voyageaient souvent soit pour du commerce, soit pour de la conquête, enfin pour des raisons militaires Mmh. et ils embarquaient avec eux des scientifiques et notamment parce que parmi ces scientifiques, il y en avait qui avaient voyagé assez jeunes, et qui avaient appris les langues et donc les militaires étaient assez demandeurs de ça, étaient assez demandeurs de traducteurs Eh oui, et donc ça pouvait les aider d'avoir un jeune qui parle, 3, 4, 5 langues, et donc il y a quelques on verra quelques héros comme ça, qui ont beaucoup profité de leur capacité linguistique pour ensuite, en venir aux sciences et aussi créer des bibliothèques et des véritables savoirs scientifiques. tu dis un jeune parce que souvent ils étaient jeunes les scientifiques qui partaient comme ça? Il y en a quelques-uns, alors les noms m'échappent, mais il y en a quelques-uns, oui, il y a quelques récits d'assez jeunes, c'est-à-dire dont les parents, font un peu pression pour qu'ils s'engagent, au service d'un général et qui partent et donc voilà, et c'est effectivement des gens qui commencent assez jeunes, mais D'accord. ça il faut que je révise un petit peu pour tout ça. Non, non, mais c'est vrai que je te pose des tas de questions un peu tous azimuts justement, donc c'est sûr que tu Oui, puis peux pas je sors d'une journée un peu je j'étais pas très clair. d'accord, non, non, Et puis tu connais mon problème à retrouver les noms. ça a l'air d'aller quand même, pour moi. En ce qui me concerne, je trouve que c'est pas mal. D'accord. Bah, écoute, très bien et alors, je t'avais amené un autre bouquin Mmh mh. qui est celui-là que je me suis acheté récemment aussi, une belle édition là, hein. C'est le petit traité de Ouh là! manipulation. Ah oui, Ouais, alors là, on change de sujet. ouais, tout à fait, voilà. Quoique, Oui, quoique, quoique, oui, oui. Non, non, mais je vais te dire, aussi pourquoi parce que là, quoique, il est c'est 19 heures. Alors parce je me que suis dit: «Tiens, on prend une demi heure par sujet». Et on a ouais, 3 sujets. tiens, je te montre moi, un autre bouquin. Est-ce que, je sais pas, Alors, est-ce que ça se voit à la alors caméra? dernière rencontre à Jérusalem, je vois que le titre là. Alors il faut que j'aille un peu plus haut Ouais, et là, c'est un peu et près, c'est un peu trop près. C'est ah, flou, ouais. est-ce que tu vois le nom de l'auteur? Oh, Ah non, on voit rien là, c'est non, c'est flou. flou, c'est flou. Et alors en plus, moi, comme j'ai un gros décalage entre, dans l'image, Ah oui. je vois pas ce que je fais. Bon, Non. je t'en dis 2 mots. L'auteur, c'est Jean-Léon Beauvois Ah bah, c'est le même. Voilà, justement et ben voilà, c'est Hélène, donc La dernière rencontre à Jérusalem, Hélène naissance 44 conflictuelle disait que du j'avais christianisme. alors moi, je dis lequel c'est parce que les gens ont mal vu aussi. Donc, c'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, justement, le même. Voilà
Et moi, je montrais de Jean-Léon Beauvois la dernière rencontre à Jérusalem, la naissance conflictuelle du christianisme. Et tout à l'heure, tout ce que je racontais sur justement cette naissance conflictuelle à partir du moment où le christianisme devient religion d'État, eh ben, c'est dans ce bouquin-là notamment que je l'ai attrapé. Donc tu vois, le lien finalement, il existe aussi, puisque Jean-Léon Beauvois, donc, qui est Voilà, dis-nous l'un qui des c'était. chercheurs qui m'a le plus influencé dans ma carrière, hein. Il y a 3-4 chercheurs qui ont été vraiment très, très, très importants pour moi et Jean-Léon Beauvois, est quelqu'un que bon, Robert Vincent Joule aussi, hein. Alors, Robert Vincent Joule avec qui je suis toujours en contact, Ah, bah, on le mais salue alors. donc Beauvois nous a quittés il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans Ouais. et donc Beauvois est quelqu'un d'assez important pour moi et alors qui s'est surtout fait connaître sur ses travaux sur l'engagement, la théorie de l'engagement avec Robert Vincent Joule et puis, d'autres théories en psychologie sociale et qui est moins connu pour son travail un peu de retraité, d'historien et d'écrivain de pièces de théâtre. C'est-à-dire dans ce Ah bouquin, oui. Dernière rencontre à Jérusalem, toute la première partie est une partie, très très historienne, très documentée sur la naissance du christianisme et puis, la deuxième partie est une pièce de théâtre, où il imagine la dernière rencontre justement entre Jacques et Paul et Ah oui. dernière rencontre, Houleuse conflictuelle. alors, hein. Voilà, et vous en ils en viennent aux mains quasiment Hein, d'ailleurs, et ça me fait penser, je voulais te dire un truc tout à l'heure, j'avais oublié et là ça me revient du coup, c'est que donc il y avait, un judéo-chrétien et un judéo-paganiste. Non, non, il y a chrétien-pagan. pagano-chrétien. Pagano-chrétien, voilà, c'est ça. Et tu sais, quand on nous dit oui, la France est de civilisation judéo-chrétienne et tout, en fait, d'après ce que j'ai compris, elle est plutôt C'est pagano-chrétienne. pagano-chrétienne, puisqu'elle est Ah bah plutôt oui, descendante des Romains qui eux-mêmes étaient pagano-chrétiens, si j'ai bien compris. oui, ouais, ouais, Voilà. Bon, ben, la prochaine bah fois oui. qu'on me dira ça, je répondrai non, non, la France n'est pas judéo-chrétienne, elle est pagano-chrétienne. Ça me fera beaucoup rire. Bah oui, le judéo-christianisme a perdu à cause des Romains et de la chute de Jérusalem, hein, après c'était très tendu parce qu'effectivement, les pour devenir chrétien, s'il fallait devenir juif, il fallait être circoncis et ça, il y en avait pas mal Ah, qui n'avaient pas envie. bah ouais. On peut les comprendre. Oui, Et oui, oui. donc, l'air de rien, c'est, dans les échanges, c'est quelque chose d'extrêmement présent. C'est le rôle de la circoncision dans le Ah. fait de passer du judaïsme au christianisme et on peut comprendre que Paul, il essayait de trouver une autre solution. Hmm. Et donc voilà, Jean-Léon Beauvois, il a écrit un bouquin là-dessus, donc. Mmh. Il a écrit un bouquin, voilà, qui est très peu connu, hein, là-dessus, il y a aussi il a écrit aussi quelques polars qui sont aussi, très, très peu connus. Ah oui. Mais voilà, donc Des polars scientifiques ou juste des non, polars? non, des polars. Ok. Ouais, mais que je n'ai pas lu d'ailleurs. Ah, d'accord. Mais alors que celui-là, je l'ai lu. Bon, il a écrit après, moi, ce que je considère comme, l'un des bouquins les plus importants de l'histoire de la psychologie sociale, voire même des sciences humaines et sociales, qui est, bah, là, c'est pareil, je vais le montrer, mais ouais, vous allez rien voir, qui s'appelle «Les illusions libérales» et en sous-titre, «Individualisme et pouvoir social» et encore en sous-titre «Petit traité des grandes illusions» et ça, c'est juste quelque chose d'absolument remarquable, mais Je bon, pense c'est qu'il un faut que tu peu le mettes à ta hauteur, peut-être. à ma hauteur. Ouais, ouais, voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, faut le mettre comme ça. Voilà et ça, c'est aux presses universitaires de Grenoble. Ah, ok, Ça, c'est un bouquin pour moi, c'est un bouquin extrêmement marquant, heu, d'accord. où en fait il fait une analyse des théories du pouvoir social, mais ça va dans tous les sens et enfin ça va dans ça remonte très loin disons. Enfin voilà, donc Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule ont écrit, dans le milieu des années 80 pour la première version et puis ça a été réédité depuis et c'est ce que tu as dans les mains, c'est la toute nouvelle édition, Oui, absolument. de ce petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens
qui est un véritable best-seller, pour un livre d'universitaire, hein. C'est rare qu'un livre Oui. d'universitaire atteigne un niveau d'édition, comme Le Petit Traité. Que dire? Il y aurait plein de choses à dire Ah, là-dessus, c'était ton directeur de thèse ou j'ai rêvé? allez, il était dans mon jury de thèse. Il était Il dans ton faisait de jury de mon thèse, jury de thèse, d'accord. ouais, OK, et c'était pas, directeur de thèse directement, mais je les ai beaucoup consultés tous les 2 pendant d'accord, ma thèse. d'accord. Moi, j'avais une directrice de thèse, hein, qui était une directrice de recherche au CNRS, qui s'appelait Janine Larue, et elle m'avait, assez vite, conseillé de rencontrer, Jean-Léon Beauvois et Robert Bassanjoul pour avancer dans ma thèse, ce que j'ai fait. Puis après on est resté en contact, pendant très longtemps. Et donc le petit traité de manipulation, c'est en gros, une version, d'abord c'est une version un peu, vulgarisée, hein, c'est-à-dire Presque c'est pas écrit romancé. comme, Ouais, presque romancé, tout à fait. Voilà, ça change des ouvrages universitaires habituels. ouais. Et en fait, c'est une version donc, ouais, romancée, vulgarisée d'un livre qu'ils avaient fait avant, ou de 2 livres, mais surtout un qui s'appelait «Soumission et idéologie», qu'ils avaient publié aux Presses universitaires de Mmh. France en 1981, et qui là, par contre, était un bouquin très académique, et qui portait sur la théorie de l'engagement. Et la théorie de Mmh. l'engagement, elle avait été élaborée à la fin des années 60, début des années 70, par un Américain qui s'appelait Charles Kissler, et qui était un petit peu dans l'équipe de Léon Festinger, qui était l'inventeur de la théorie de la dissonance cognitive. Mmh. Et en gros, donc on a tous plus ou moins entendu parler de la dissonance cognitive. C'est, cet état un peu bizarre dans lequel on se retrouve si on se met à faire quelque chose qui n'est pas conforme à nos croyances ou à nos valeurs. Mmh. Soit parce que le contexte nous y amène, soit parce qu'à un moment donné, on subit une soumission, mais pas une vraie soumission, et tout à coup, voilà, ce genre de choses: «Pourquoi j'ai fait ça?» Et ça, c'est la dissonance cognitive. Mmh. Et dans l'équipe de Festinger, il y avait Kissler qui disait: «Ben, c'est très puissant, hein, la théorie de la dissonance cognitive». Elle a fait l'objet de plusieurs centaines d'expérimentations et de publications académiques, mais ça repose toujours sur une situation finalement assez rare. C'est la situation dans laquelle je suis amené à faire quelque chose qui n'est pas conforme à mes valeurs. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque, je fais quelque chose qui est conforme à mes valeurs? Et là, toute l'équipe de Festinger, on peut l'imaginer, lui dire: «Bah, il se passe rien. Mmh mh. Puisque je fais quelque chose qui est conforme à mes valeurs, il y a rien qui change». Et Kissler a eu l'intuition que si, il devait se passer quand même quelque chose. Il a créé la théorie de l'engagement qui fait qu'effectivement, lorsqu'on fait quelque chose de conforme à nos valeurs, ça produit quelque chose. Ça produit en gros 3 choses. Ça produit d'abord, une radicalisation de notre valeur. Donc on est amené à être encore plus d'accord ou encore plus conforme aux valeurs. Donc c'est ce qu'on appelle la radicalisation. D'accord. Ça amène, aussi une résistance aux gens qui nous disent qu'on n'aurait pas dû faire ça ou qu'on devrait penser autre chose. Mmh. Une Donc réactance plus on le peut-être, oui. donc voilà, la résistance au changement et aux attaques. Et puis la troisième chose, c'est la tendance à l'action. Ça nous amène à agir. Et à partir de là, Beauvois et Joulet, ont commencé à imaginer que, si moi, en tant qu'agent de pouvoir, je pouvais amener quelqu'un à faire relativement librement, en lui disant qu'il est libre, quelque chose, mais qui peut être conforme à ce qu'il pense, hein, et ben, je pouvais attendre qu'il ait ces 3 choses qui arrivent. S'il acceptait, Mmh. de faire ce que je lui demande, hein, vous savez, c'est l'histoire, j'accepte de donner l'heure à quelqu'un et puis, tout de suite après, il me demande si j'ai pas un ticket restaurant. Mmh. Voilà, si, le simple fait d'obtenir un acte, librement consenti, de la part de quelqu'un, va enchaîner ces 3 choses. Il va, trouver qu'il a eu raison, résister à quelqu'un qui lui dirait qu'il est tort, et être motivé à agir encore plus. Et D'accord. donc ça, c'est la base, de ce qu'on appelle les biais cognitifs d'engagement, d'une part, et d'autre part, puisque vous imaginez bien que si on en est là, si on devient résistant aux contre-argumentations et si on devient radical, ben, on aura plus de mal à questionner nos propres discours et nos propres actions. Mmh mh.
Et puis d'autre part, ça explique les bases de la manipulation, c'est-à-dire comment obtenir de quelqu'un, de façon libre, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait si, Mmh. on n'avait pas mis en place cette stratégie-là. Donc Alors c'est un bouquin important, Le Petit Traité de ouais, manipulation. ouais, ouais. C'est un bouquin qui a plusieurs, alors moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour leur premier bouquin, mais il faut avouer que c'est un bouquin qui est très académique. Mmh. Mais Ouais. dans la tentative de vulgarisation, réussie, hein, d'ailleurs le succès est là, il y a quelque chose, de théorique qui n'a pas suivi. Mmh. Mais quand même, je veux dire, voilà, on n'en ressort pas indemne du petit traité de manipulation. Mmh. On apprend beaucoup de choses sur soi-même et puis, alors, normalement, on apprend aussi beaucoup de choses sur la façon dont on est manipulé Ouais. et certains l'utilisent pour manipuler les autres, mais ça, c'était pas l'objectif premier. Ça, c'est pas bien. Oui, Hélène 44 nous dit que ça arrive quand même souvent d'être en dissonance cognitive. Par exemple, en cours, hein, quand on doit disséquer une grenouille. Voilà. Alors, pas forcément parce que, heu, devoir disséquer une grenouille, par exemple, mais j'insiste sur devoir, ne produit pas forcément de dissonance cognitive puisque je suis obligé de le faire. Et ça, on le voit très bien dans le petit traité de manipulation, c'est que le manipulateur ne va jamais dire à quelqu'un qu'il est obligé et il ne va aussi pas lui dire qu'il va le payer, qu'il va le récompenser. Sinon, si je suis payé pour faire quelque chose ou si je suis obligé de faire quelque chose, je vais pouvoir dire que c'est pas de ma faute, que Mmh. c'est pas vraiment moi. Hein, dans un cas, j'ai été obligé, donc c'est la faute et ça, c'est l'expérience de Milgram. On peut infliger des chocs électriques, très graves à quelqu'un parce qu'il a l'autorité pour me le demander et la réaction, ça va être: «Mais c'était pas vraiment moi, c'est l'autre qui m'a dit de le faire. Mmh. Donc je vais pas être engagé par cette action». Donc ça, c'est la première chose. L'obligation ne provoque pas d'engagement et la deuxième chose, Donc c'est le fait de pas de payer quelqu'un, dissonance, pas d'engagement, donc pas de dissonance du coup. donc pas de dissonance. D'accord. Et si on paye quelqu'un, c'est pareil. Il va pouvoir dire: «C'est peut-être pas beau, mais j'ai Mmh. fait quelque chose pour de l'argent, donc je suis pas obligé d'y croire. Bah, c'est un Donc je peu ne suis la pas en dissonance». dissolution de la responsabilité dont se Ouais, servaient les anciens nazis pour se et défendre en disant c'est pas de beh, ma faute, j'étais Milgram, obligé. Milgram a fait son expérience pour expliquer les stratégies de défense du procès de Nuremberg Ah bah voilà. Ouais. et Festinger était très, très pris. Alors Festinger, il y a 2 choses, il y avait ça en fond et puis chez Festinger, il y a une deuxième chose alors qui est un bouquin, qui est assez connu mais que personne ne cite vraiment, qui s'appelle «L'échec d'une prophétie», qui est la façon dont Festinger, alors pas s'est immergé lui-même, mais a immergé, certains de ses étudiants dans une secte apocalyptique qui prédisait la fin du monde. Parce que Festinger se disait, les gens font des actes très Mmh. importants, hein, qui les engagent beaucoup et en même temps, ils vont être déçus. Comment est-ce qu'ils vont décevoir Ah oui, 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 c'est connu ça, oui. cette déception? Effectivement. Et alors ce qui est marrant, c'est que dans ce bouquin qu'on qu'on présente toujours comme le bouquin fondateur de la dissonance, le mot dissonance cognitive n'y est pas. Festinger D'accord. ne voulait pas travailler, enfin, n'avait pas l'idée de travailler là-dessus à ce moment-là, ça lui est venu après. Mmh. Il voulait travailler sur, ce qu'on appelle le prosélytisme. Tiens, la question c'est, comment ça se fait quand j'ai une croyance que je veuille convertir les autres à la même croyance? Et donc, l'idée de suivre cette secte, c'était de, j'allais dire de disséquer parce que je vois disséquer la grenouille, mais, de D'analyser alors. disséquer le ouais, de disséquer le processus par lequel les gens allaient vouloir convertir les autres à leur croyance en la fin du monde, dans 6 mois. Et Mmh. donc c'était le prosélytisme qui intéressait, Festinger. Et ensuite, quand effectivement la fin du monde n'a pas eu lieu et que les extraterrestres ne sont pas venus chercher les survivants et cetera, Mmh. Festinger a été confronté à cette question de la dissonance cognitive, mais il en a fait un autre bouquin avec des expériences. Mais dans ce premier bouquin, c'était pas son On 1er peut œuvre. peut-être expliquer cette histoire d'apocalypse et d'extraterrestres qui viennent pas et finalement qu'est-ce qui se passe quand ils viennent pas? Alors, il y a plusieurs, ça c'est tout un roman, mais, il y a plusieurs phases. Donc c'est une femme qui s'appelle Marianne Kitsch et qui a des hallucinations. Elle rentre en transe et elle fonctionne par écriture automatique. Pendant qu'elle est en transe, elle écrit et en fait, c'est des extraterrestres qui écrivent par sa main
et c'est eux qui lui prévoient la fin du monde par un tsunami, Ah oui. progressif et donc seul un petit nombre d'élus sera sauvé. Ils viendront les chercher en soucoupe volante et donc il y a une première J'adore. date qui est fixée. J'adore Alors ce les genre choses c'est d'histoire. un roman incroyable, hein, mais la première fois, la soucoupe volante ne vient pas, mais elle résout ça en disant: «Mais on s'était trompé de date, le calendrier des extraterrestres n'est pas le même que le nôtre, donc Ah oui. c'était pas le bon». Et donc les autres re-rentrent dans une, et là, ils radicalisent. C'est-à-dire que la secte commence à vivre ensemble alors qu'au départ, elle ne le faisait pas et ils se radicalisent, ils brûlent leurs papiers d'identité, ils se débarrassent de tout ce qui est métallique. Mais ça va très loin, hein, parce que ce qui est métallique peut faire des interférences dans la soucoupe. Ah oui. Il y a au moment d'attendre la soucoupe, il y a une jeune fille qui dit qu'elle a une armature, métallique dans son soutien-gorge. Alors il y en a une autre qui est une étudiante de Festinger qui dit: «Bah, attends, viens vite, on va te l'enlever dans le petit bois» et quand elle revient, elle dit: «Tu sais pas, il y a un truc dramatique, j'ai des plombages». Ah, Et elle dit: «Oui, mais ça, les plombages, c'est pas du vrai métal, ça n'empêchera pas la soucoupe». La fille était à ah. 2 doigts de s'arracher les dents, quoi. Ah oui, oui, oui. Donc pour dire comment ils allaient se radicaliser. Ah ouais, ouais. Voilà et donc la première soucoupe ne vient pas pour des donc ils interprètent ça, ils OK. rationalisent ça selon les termes Pour des de raisons Festinger d'agenda. et de pour des raisons d'agenda et lorsqu'il y a le deuxième échec de la prophétie, là, il y a une deuxième interprétation qui est: «Mais en fait, notre ferveur a convaincu les extraterrestres de renoncer à leur projet, Ah, de fin du monde et donc ils vont préserver. Nous devenons la secte de ceux qui ont sauvé le monde» ça c'est gentil. Ça c'est et chouette. c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont rentrer dans du prosélytisme et qu'ils vont commencer à recruter alors que jusque-là, ils étaient restés un peu, c'était très difficile. C'est fou, hein? Donc moins Voilà ça et donc ça, marche, c'est la plus ça dissonance marche. cognitive, même si, Festinger ne l'appelle pas comme ça et qui montre à quel point nous sommes engagés par nos actions. Tout ça pour une raison simple, c'est que, nous préférerons toujours, continuer à croire quelque chose plutôt que de reconnaître qu'on a eu tort de le croire et pour les gens de cette secte, ça aurait été rentrer chez eux en disant: «C'était n'importe quoi» et s'entendre dire: «Tu vois, je te l'avais bien dit» et Ça ça, c'est c'est vrai que c'est insupportable. terrible. C'est Et donc, on fera insupportable. tout pour fuir cette situation du «tu vois, je te l'avais bien dit» et donc on s'accroche à des croyances, pour ne pas avoir à reconnaître qu'on n'avait pas alors que quelquefois on s'est fâché avec ces gens-là qui peut-être avaient raison, mais c'est trop difficile de le reconnaître et du coup on reste accroché à nos croyances. Ah bah, tu sais à quoi ça me fait penser ça? Pardon? Ça me fait penser à Emmanuel Macron. On lui dit, ah bah, la réforme des retraites, c'est son bébé quoi, c'est son truc, il a que ça Ouais, et on lui dit: «Bah, on va on va la suspendre» et alors lui dit: «Ah mais non, elle est pas suspendue, elle est décalée». décalé. Ouais. Oui, bah, il y a quelque chose de cet ordre-là, oui, c'est la réforme des retraites, c'est un vrai engagement, de Macron et c'est impossible à renoncer. Ah ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Mais il est terrible, hein. Sinon, il tomberait en dissonance cognitive. Ah voilà, ça a pas l'air de lui ça a pas l'air de lui plaire, ça a pas l'air d'être son programme. Mais bon. Oh, c'est pour personne, hein, la dissonance cognitive, c'est agréable pour personne. Alors Hélène, 44, nous dit que cette année, des Américains ont cru qu'ils allaient partir au paradis par un genre d'enlèvement et ils ont vendu leurs possessions, etc. Donc oui, ça existe Ah, toujours, ce genre de... bah, il y a toujours des voilà, Ouais. des sectes comme la secte de Marianne Kitsch, où on était là en 55-56, quelque chose comme ça. Ah Donc, ouais. bah, voilà, Et l'histoire est un perpétuel recommencement. ouais. Et Isabelle nous dit que l'abandon de l'ISF, c'est aussi pareil, Oui, c'est quelque chose bien d'impossible sûr. à... Et est-ce que le bouquin de Jean-Léon Beauvois que tu nous montrais tout à l'heure sur l'individualisme et, les illusions du Ouais. libéralisme, c'est dans ce genre de... C'est-à-dire que le libéralisme procéderait par illusion comme ça qu'on pourrait pas... Alors, Beauvois, il différencie, libéralisme, démocratie, capitalisme, hein, en disant, déjà c'est des choses différentes et ce qu'il appelle les illusions libérales, c'est les illusions de la philosophie libérale, qui Ouais, est, c'est la ça. philosophie en gros de la liberté et de la responsabilité de l'acteur dans tout ce qui lui arrive, dans tout ce qu'il fait.
Mmh. Et l'idée de Beauvois, c'est de démonter les mécanismes du pouvoir social, qui font qu'il y a plein de choses qu'on fait, sous l'emprise du pouvoir social, qui se reproduit et qui utilise effectivement, cet argument de la liberté et de la responsabilité de l'acteur pour engager les gens, hein. C'est-à-dire leur dire que ce qui vous arrive est votre faute, ce que vous avez fait est de votre responsabilité et donc c'est l'individu au cœur de tout le système de pensée sociale qui va, ça ne t'étonnera pas, mais qui va amener Beauvois à pourfendre, la logique du développement personnel Mmh. comme, étant un vecteur de la philosophie libérale Ah oui. et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on voit beaucoup de mouvements, de résilience, de choses comme ça, Mmh. c'est amener, donc la résilience ou l'esprit positif et cetera, c'est amener les gens à imaginer que même s'ils souffrent dans une entreprise, la solution est en eux. Et Ouais, la c'est solution n'est ça. pas dans la mise en cause du fonctionnement de l'entreprise. Et ça, Mmh. Beauvois était très clair là-dessus en disant: «C'est typiquement la philosophie libérale qui, heu, Mmh. qui véhicule cette ultra responsabilité, de l'acteur, prétendument libre» et Beauvois avait une phrase que je cite toujours aux étudiants qui était, «Celui qui vous déclare libre, c'est celui-là même qui attend votre soumission. Ce qu'il attend, c'est une soumission librement consentie». Mmh. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle «La soumission librement consentie», Ouais, ouais. avant. Donc voilà, mais là, dans ce bouquin, ce qui est assez magistral, c'est que par l'intermédiaire de cette variable du pouvoir social, il va revenir même très loin dans des interprétations. Alors on le suit ou on le suit pas, mais ces interprétations même de peinture rupestre préhistorique et Ah oui. cetera, et il voit parce qu'il était aussi passionné par la préhistoire et il voit les apparitions de schématisation du pouvoir social dans des peintures, donc il en fait quelque chose de très, très élaboré. C'est un bouquin comme ça Ah ouais, et dis je donc. vois là, je m'étais mise à détester le mot résilience, mais il y a Ouais. des raisons, hein, de détester le mot résilience, quand c'est effectivement pour exonérer le poids des contextes sociaux et des conditions matérielles d'existence dans la souffrance des gens. Mmh. Leur dire simplement: «La souffrance doit être résolue par l'individu, Mmh. lui-même en allant chercher au plus profond de lui-même ses ressources», plutôt que de questionner, les causes de sa souffrance et donc effectivement, il y a en tout cas détestation, je ne sais pas, mais il y a une méfiance évidente à avoir vis-à-vis de la résilience. En tout cas, de l'injonction de résilience ou de l'injonction de psychologie positive. Oui, beh, c'est ça, oui, voilà. Heu, c'est dit en plus court ce que j'étais ce que j'ai été très long à dire. Bah, moi, ça me fait penser à 2 choses différentes. La première, c'est la loi de l'attraction, tu sais? C'est cette théorie New Age qui dit que tout ce qui t'arrive, bah, finalement, ça vient de toi parce que c'est toi qui appelle l'univers et par ta positivité, tu appelles l'univers à être positif avec toi et si tu es négatif, tu appelles l'univers à et ça, c'est une théorie de New Age, très, très célèbre, en fait, très populaire, en fait, hein. Enfin, moi, je Ouais, connaissais ouais, assez peu, mais je me suis rendu compte que c'était voilà. Et tout à fait compatible avec le libéralisme. voilà, ouais, complètement. Et deuxième chose, c'est bah, les théories économistes, tu sais, des économistes orthodoxes qui posent un sujet purement rationnel, alors que et indépendant du contexte d'ailleurs, hein, quelque Mmh. part, parce que voilà, il va prendre que des décisions rationnelles, ce que les gens ne font pas dans la vie. Mmh. Ils prennent des décisions en fonction de leur situation, du contexte et pas forcément de leurs intérêts économiques, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça et Ouais. ça, c'est toute l'opposition entre des sciences sociales, du contexte et le petit traité de manipulation, c'est ça, hein, c'est que le manipulateur, c'est pas quelqu'un qui se met dans votre cerveau pour vous faire faire quelque chose, c'est quelqu'un qui manipule un contexte. Sachant que nous sommes tout le temps en train de réagir à des contextes. Et donc le vrai manipulateur, c'est ça, c'est quelqu'un qui crée un contexte favorable dans lequel on va se glisser et qui va nous dire qu'on est libre de se glisser ou pas. Et donc ça, c'est les sciences sociales et enfin les sciences humaines et sociales, qui
mettent en avant les aspects de contexte d'appareil, de système social. Et puis, voilà, ça vient s'opposer un peu à la psychologie positive ou à la psychologie du développement personnel, dans laquelle Ouais. toute la solution est à trouver en soi et qui est effectivement éminemment compatible avec le libéralisme. Et c'est pas pour rien qu'un certain nombre d'entreprises organisent des stages de développement personnel ou des choses comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui parle aussi beaucoup contre ces théories de l'individualisme, c'est Albert Moukébert, qui est neuropsychologue, Neuropsy, ouais. ouais, et qui, dans toutes ses interventions que j'entends qu'il donne, parle énormément, dit justement que le, on centralise beaucoup sur le cerveau, voilà, on neurologise, je ne sais pas, le comportement humain, alors que souvent, qu'il faut soigner, c'est le contexte plutôt que le cerveau, que la personne. Voilà. Par exemple, il reprend l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Si on est mal parce qu'on est dans une entreprise où on est maltraité, il ne faut pas prendre des anxiolytiques, il faut réparer l'entreprise ou changer d'entreprise. Voilà. Et Mmh. on le reçoit le 26 janvier sur cette Quelle chaîne. chance! Voilà, très bien. Oui, 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 tout à fait, c'est une grande chance. Et sinon, prochain invité, parce que là, je vois qu'il est 19h30, c'est Alexander Samuel, qui est docteur en maths, je crois. Alors, je vous le présenterai. Alors, Albert Moukébert. Albert Moukébert, Moukheibert. Et le 24, donc le mois prochain, non, ce n'est pas le mois prochain, c'est dans 3 semaines, ça sera Alexander Samuel, qui est, alors j'avais tout noté, mais j'ai tout posé ailleurs. Donc, qui est quelqu'un qui a travaillé sur les Gilets jaunes également, qui est un militant et bon, qui est intéressant. Je vous redirai ce qu'il fait exactement. Là, je ne l'ai pas sous les yeux et malheureusement, je suis désolé, je ne l'ai pas trop en tête non plus. Mais, euh, mais c'est quelqu'un d'intéressant, je vous promets. Et alors, nous, on a une annonce à faire aussi. C'est que on va faire une conférence à la BU. Alors, zut, j'aurais dû le préparer. BU Sciences BU Sciences, ouais, de quoi de Paul de Paul Sabatier. Sabatier. Paul Mmh. Sabatier, voilà. Ouais. Euh, et le 17 novembre, non, c'est ça? Non. Non, Non, non. pas du tout. Non, c'est, Excusez-moi. moi non plus j'ai pas préparé. Ouais, c'est Et bientôt. beh, À c'est Toulouse. très Oui, absolument, ah à ouais, Toulouse. ouais, c'est pas début décembre? Je me souviens plus. Ouais, ouais, je crois que tu as raison. Attends. Oh Bah, non, j'aurais dû préparer quand même. C'est très mal, ça. Bon, bah, écoutez, on vous lui on le redira. redira. Non, parce que moi le 17 novembre, je suis à côté de Rennes pour présenter une Ah oui, réunion. je me souviens qu'il y avait un truc. Mais j'ai dû le noter, moi. Accrochage. Ah oui, parce que le 17 novembre, tu seras pas là, mais moi, j'accroche l'expo, en fait. C'est ça. Et Voilà, c'est pour après, ça. ah voilà, je l'ai, c'est le 9 décembre, Eureka à la BU Sciences. Exactement, à Le 9 18h15. décembre à 18h. Voilà. Voilà, Donc là, 9 décembre, à la BU Sciences, donc c'est la bibliothèque universitaire d'anciennement Paul Sabatier, qui s'appelle maintenant Université de Toulouse. c'est ça. Voilà. Ah bah je t'ai plus là, j'ai plus ta tête. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, tu es là. Oui, Voilà, comme il te revoilà. Voilà. Bon, moi j'ai un peu avancé ma planche, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Donc c'est très bien. Et puis nous, on se retrouve normalement là, le 1er décembre sur cette chaîne. oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui encore papoter sur cette chaîne. Bah, avec C'était plaisir. super, comme d'habitude. Merci à Bah, toi, c'était Hélène. super, Merci aux gens dans le chat merci Bah, à toi, c'était Hélène. super, Merci voilà, qui ont participé. Et je vais je vais vous remettre le générique et puis partez pas parce que je vous envoie un raid. Je vous envoie un raid, ouais, chez Mediapart par exemple, si ça vous dit. Allez, et ben bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt, bye bye. Salut.